Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. De la gestion, bonjour. Vendredi, fin de matinée, nous faisons le point sur l'actualité boursière de la semaine, une semaine qui a encore vu des records à Wall Street et une stabilisation toujours en Europe. Nous analysons la situation, les nouvelles économiques, les nouvelles des sociétés aussi. Nous proposons des stratégies, des concepts, et dans l'émission que vous pouvez trouver sur le lien voisin sur le même site, les décideurs de la gestion s'engagent les conseils, l'application pratique avec quelques conseils précis et concret. Alors j'ai à côté de moi Dominique Dequitte de la Financière Tiepolo. Bonjour Dominique. Bonjour Hubert. En deux mots, la Financière Tiepolo. En deux mots, de la gestion privée essentiellement, une gestion collective adossée à la gestion privée, 550 millions d'actifs sous gestion et des performances tout à fait honorables. Bon, en tout cas, on va juger vos conseils. Alors, premier chapitre actualité. Alors, le scénario économique actuel, est-ce que ça permet l'accélération, l'amplification ou même le maintien de ces flux positifs des banques centrales? On peut peut-être commencer par les États-Unis, puisque la nouvelle ou la future patronne de la Fed a parlé hier. Oui, Madame Yellen s'est enfin exprimée et elle prendra son mandat en début d'année prochaine. On voit bien que le message est très rassurant. Le message est une poursuite de la politique menée par M. Bernanke. Donc une économie américaine qui reste plutôt en convalescence et sur laquelle la Fed continuera à donner des liquidités largement abondantes. Le fameux tapering. Voilà. Tapering, c'est donc la réduction. Non pas, on ne rappelle pas la liquidité, on en met un peu moins, c'est ça? Voilà, le moindre rachat de titres par la Banque fédérale va sans doute prendre place en 2014, mais à des rythmes qui étaient moins forts que le... À un moment, on avait même envisagé que ça se passe au quatrième trimestre de cette année, et donc là c'est plutôt repoussé fin du semestre, ou quelque chose comme ça, de fin sans du premier. doute, Mme Yellen n'a pas été explicite dans c'est pas le boulot des banquiers centraux. Mais on voit bien que le boulot de la Fed aujourd'hui, c'est une normalisation des taux, une normalisation qui a commencé, puisqu'en l'espace d'un an, les taux ont tout de même, aux États-Unis, les taux 10 ans ont regagné 110 points. Alors, il y a un phénomène intéressant, c'est qu'elle dit justement, c'est peut-être à cause des taux d'intérêt, qu'il n'y a pas de bulle, et donc ce n'est pas l'effet de bulle qui lui ferait changer de politique. Oui, effectivement, elle souligne que pour l'instant, au vu des macros de la Banque fédérale américaine, il n'y a pas de formation de bulle ni du côté de l'immobilier, ni du côté de la gestion des actifs. Des actifs malgré le fait de ces records à Wall Street. Alors en Europe, c'est beaucoup plus compliqué. Là, en Amérique, on a une faible croissance qui va continuer à être aidée. Donc on a à la fois de la croissance et du liquidité. En Europe, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, en Europe, on est dans une phase très délicate du cycle. D'abord parce qu'on a eu des politiques budgétaires qui ont été très désavantageuses pour le cycle économique. On voit bien que 2014, les politiques budgétaires seront sans doute beaucoup plus neutres. D'abord parce que l'Allemagne se retrouve maintenant en excédent budgétaire. Donc aujourd'hui, il y a un mauvais procès qui est fait à l'Allemagne sur ces excédents commerciaux. On voit bien que les excédents courants, l'Espagne comme l'Italie arrivent maintenant à avoir des balances courantes positives, voire juste à l'équilibre. Donc des politiques qui vont être moins pénalisantes sur le plan budgétaire et qui devraient permettre à cette reprise économique européenne qui est quand même faible, de prendre un peu d'ampleur et avoir des bases de comparaison qui elles-mêmes sont Alors est-ce qu'on peut imaginer que la Banque Centrale Européenne suive un peu la Banque américaine ou la Banque du Japon et fasse un petit effort, le fameux LTRO comme on l'appelle, peu importe, mais mettre de l'argent dans le système? A priori, je pense que oui. Déjà parce qu'elle a donné un signe très positif en baissant ses taux la semaine dernière face à des chiffres d'inflation qui étaient effectivement très bas. Et elle a aujourd'hui un second LTRO, un troisième LTRO sera sans doute nécessaire pour le refinancement des banques. On attend évidemment qu'il y ait un gouvernement en Allemagne, parce que ça nous paraît paradoxal. Il y a une résultat des élections très fort et il n'y a toujours pas de gouvernement. Non, toujours pas d'accord politique en Allemagne. Donc, et des besoins de s'ajuster. Mais quand même, en Europe, vous croyez au cycle, même faible, et finalement à des politiques budgétaires qui vont
non pas être plus accommodantes, mais cesser d'être de plus en plus récessives. Absolument, des politiques monétaires qui vont cesser de pénaliser le cycle. Alors, on fait un petit tour, très rapidement. Le Japon. Alors, aujourd'hui, le Japon, est-ce que c'est un risque ou est-ce que c'est toujours un booster pour l'ensemble des marchés financiers dans le monde? Le Japon, c'est assez difficile à comprendre parce qu'on voit bien que le gouvernement japonais a essayé par ses flèches, ses fameuses Abenomics, à casser un peu la logique japonaise, mais que chasser le naturel, il revient au galop, Oui, et on a déjà des éléments négatifs qui se mettent en place. Donc c'est même paradoxal, parce que là, on a une croissance un peu meilleure et la bourse ne réagit pas ou peu, alors qu'elle avait beaucoup anticipé. Sans doute. En décélération par rapport au chiffre de croissance précédent. Donc comme la bourse s'attache beaucoup au momentum, les 0,5% de croissance annoncés paraissent effectivement faibles par rapport à ce qu'on pouvait attendre. Par rapport aux objectifs. Alors, dernier point très rapide de ce tour du monde, les émergents, on s'habitue peu à peu à un nouveau modèle de croissance de la Chine et des autres émergents. Là aussi, c'est effectivement parler des émergents comme un bloc global est une erreur, puisqu'on est vraiment sur des zones très divergentes et avec des dichotomies énormes. On a d'un côté les monnaies qui se sont globalement stabilisées sur des bas niveaux, et de l'autre côté, des pays qui ont des balances courantes très déficitaires, sont l'Inde, le Brésil, la Russie, et de l'autre côté, des pays qui ont des excédents commerciaux, comme la Chine. Et donc, on voit bien que le nouveau plan chinois est une réponse à l'utilisation de ces excédents commerciaux vers une... Mais ça n'a pas d'impact, ça ne se joue pas beaucoup en bourse, ça n'a pas d'impact sur les marchés financiers très direct pour le moment. Non, pour l'instant, par rapport aux politiques monétaires et au cycle de croissance américain qui arriverait un peu en Europe. On peut croire qu'effectivement, là, il faudra être très sélectif sur les différents pays pour gagner de l'argent, en fait. Bon, actualité aussi, cette semaine encore, le dollar s'est apprécié face à l'euro. Alors, ça va durer. 2, ça se joue, ça se joue. Comment ça se joue? Est-ce qu'il faut le jouer? Alors, ça peut se jouer au travers de différentes valeurs dont on pourra parler tout à l'heure, mais en fait, on assiste là aussi à deux forces contradictoires. D'abord, on a une forte amélioration des comptes courants en Europe, qui est plutôt favorable à l'euro, puisque l'excédent commercial de l'Europe, outre celui de l'Allemagne qui est structurel, la baisse des excédents, la baisse des déficits courants en Italie et en Espagne avantage l'euro. Et puis de l'autre côté, on a la politique menée par la Banque centrale européenne qui est plutôt essayer d'affaiblir l'euro, la baisse des taux, le différentiel des taux entre l'Europe et les États-Unis est en train de se réduire, et la dynamique est plutôt... Donc on peut y croire. À une hausse... On peut y croire. On rappelle que l'euro, il a valu $1 et qu'aujourd'hui, on est à 32, 33. On peut croire que l'euro baisse un petit peu contre le dollar. Alors, dernier point d'actualité, le succès des introductions en bourse. Donc, on a eu cette ruée sur le Twitter. On a eu quand même une très belle introduction en bourse avec Numéricable et avec du volume pour la Bourse de Paris. Ça va continuer. Il y a une nouvelle phase de hausse qui est annoncée par cette ruée sur le papier nouveau. Alors, on voit bien que d'abord, c'est la suite d'une période où il n'y avait rien eu. Oui, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que depuis la CFAO, ce qui est il y a très 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 longtemps finalement. Oui. Un certain nombre de private equity ont des beaux dossiers à présenter au marché, et dans ce cas-là, effectivement, il y a une sorte d'appétit de la part des investisseurs, appétit d'autant plus que les boîtes présentées sont plutôt de qualité, sont plutôt avec de beaux business models, et sur des valorisations qui restent correctes par rapport à leur pire. En fait. Bon, ça veut dire quand même qu'il y a de l'argent qui veut aller sur les actions, et toute nouveauté est un peu saisie. Quand même. Absolument, on est toujours dans la dichotomie zéro rémunération sur des placements obligataires, des placements corporate qui aujourd'hui sont extrêmement chers, et des actions qui donnent du rendement. Oui. Et qui offre des possibilités de plus-value. En fait. Alors, deuxième chapitre, actualité des valeurs. Alors, il y a deux valeurs qui sont en évidence. Il y a une valeur qui est en évidence liée au téléphone, qui est Bouygues. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette très forte hausse de Bouygues hier?
Alors, on voit bien que aujourd'hui, Bouygues est en train de sortir un peu de l'impasse, à savoir Oui, on avait cette impression que rien n'allait, quoi, en réalité. et que tous les endroits sur lesquels il était placé étaient des mauvais endroits, en fait. La télévision, le chiffre de la pub se redresse un petit peu. Oui, TF1, ça va mieux, TF1. Ça va mieux chez TF1. La téléphonie, même si on est là aussi dans une phase de transition, est-ce que la 4G va être un véritable succès? La téléphonie se porte un peu mieux, et les marges sont relativement bonnes. Et la partie construction, qui est tout de même le navire amiral de Bouygues, constitue une bonne progression pour le groupe, en fait. Oui, parce qu'on avait l'impression que c'était une valeur un peu en retard, quoi, décotée par rapport à des actifs, mais qu'il n'y avait pas de raison de les jouer. Donc là, vous pensez qu'il y a un booster presque dans chacun des secteurs? Il y a encore des nuages, parce que la partie Alstom n'est pas encore gagnée. La partie TF1 reste sous pression. Mais c'est mieux. Mais c'est mieux. Bien, alors l'actualité de la semaine, c'est aussi Sodexo. Sodexo qui sort des résultats annuels, puisque l'exercice est à fin août, et qui sort de beaux résultats annuels sur lesquels, en fait, le plan de restructuration, les économies de coûts commencent à jouer. Donc, un cours qui est une société de qualité. Alors, vous vous rappelez la restauration collective, les titres de service. Titres de service, ça se passe très bien. C'est-à-dire que contrairement à Accor qui a cassé son groupe, eux, ils l'ont gardé. Donc, voilà, absolument. Et la restauration collective qui, elle, est en cours de restructuration. Donc, plutôt une bonne chose. Une valeur qui se paye relativement cher sur un plan historique, mais qui délivre, en fait. Bien, alors BNP Paribas, c'est une autre histoire. C'est l'histoire de la fin du sauvetage de Fortis, etc. Qu'est-ce que ça vous inspire? On voit bien que le rachat des 25% de Fortis par BNP Paribas... Que détenait l'État belge. Que détenait l'État belge, absolument. Un cours qui est relativement honnête, puisqu'il faut bien le reconnaître, puisque la valorisation de Fortis au 31 décembre dernier, dans les comptes de l'État belge, était, semble-t-il, de l'ordre de 2,2 milliards. BNP rachète cette participation à 3,5 milliards. Donc c'est plutôt un prix correct. C'est à la fois relatif sur les bénéfices, c'est le premier point, et BNP consomme 50% de points de base de son core equity tier 1, donc qui était déjà excédentaire. Oui, donc c'est un investissement, et le marché salue en fait la politique d'investissement et une nouvelle politique d'investissement de la part de la BNP. Alors, la seule question sur la BNP, la grande question, c'est est-ce que l'État belge précisément sortira du capital un jour ou l'autre, et plus cher ou moins cher? Vous savez que l'État belge, déjà en vendant Fortis, ces 25% de Fortis a permis de rentrer dans les clous vis-à-vis de l'Union européenne. Donc il a le temps. Donc il a encore un an, au moins un an devant lui. Alors un dossier un peu plus petit, mais que je crois que vous connaissez bien, c'est Ingenico. Ingenico, effectivement, là, de très beaux chiffres, des chiffres. On voit bien que le pari américain d'Ingenico est en train de prendre forme, et il est clair que l'histoire d'Ingenico, maintenant, elle se développe aux États-Unis, et les États-Unis qui ont adopté le NFC, donc la possibilité pour Ingenico à la fois de se développer dans les services, ça sera plus dur aux États-Unis, mais sur le plan mondial, ça peut être le développement dans les services et dans le hardware aux États-Unis. En fait. Bien. On va finir, parce qu'il y a beaucoup d'actualités évidemment. Aéroport de Paris qui publie ce matin un chiffre d'affaires trimestriel. Un chiffre d'affaires trimestriel qui est de bonne facture, qui est en ligne, et en plus avec un relèvement des guidances. Donc c'est un dossier que vous aimez bien? Un dossier assez confortable, parce qu'on a à la fois le développement du commercial qui se poursuit, et sur lequel Aéroport de Paris... Ce sont des centres commerciaux pour clientèle riche. C'est un peu le rêve du centre commercial. Absolument, avec un flux de touristes des dépenses... Riches et désœuvrés quand ils passent dans le centre commercial. Et des dépenses par passager qui peuvent être encore en augmentation, des mètres carrés disponibles qui peuvent développer, et puis une activité régulée sur laquelle ils peuvent poursuivre des restructurations. Donc très confiant sur les aéroports de Paris. On le retient. Dernier chapitre, gestion. Alors première chose, c'est quelque chose que vous connaissez probablement bien chez Tiepolo. PME, ça va être une opportunité pour jouer sur ce segment des valeurs moyennes? Oui, sans aucun doute, puisqu'on va avoir des flux entrants sur les valeurs moyennes. D'ailleurs, le marché ne s'y est pas trompé, parce que il suffit de voir les petites valeurs admissibles au PEA, PME
ont depuis 2 ou 3 mois connu des parcours absolument fantastiques. Mais il y a encore à gagner? Il y a sans doute encore à gagner. De toute façon, la côte est tellement large qu'il y a encore des perles à trouver au sein de la côte. Parce que je voudrais simplement souligner, c'est l'aspect structurel de la surperformance des small et mid cap par rapport au large cap. Si on prend un article tiré du Financial Times d'hier, le Russell 2000, qui est donc l'indice très large aux États-Unis, contre le Dow Jones 50. Donc les 50 plus grosses, et 2000. Donc, contre les 2000, 163% de surperformance depuis 2000. Et en sachant que 2000 était le point haut des marchés pour ces petites et moyennes capitalisations. Donc c'est dire que structurellement, on a un univers qui est beaucoup plus large, beaucoup plus diversifié. On a des valeurs de croissance au sein de cet univers qui offrent des possibilités de doubler, voire tripler, ce qui n'est pas le cas des large caps. Un perpétuel renouvellement de l'univers, puisqu'on voit bien les nouvelles introductions permettent d'inclure de nouveau, et souvent des spécialistes, des leaders dans leur niche de marché, donc une possibilité de revalorisation de ces titres. Il y a juste une question qui se pose toujours, c'est on a l'impression qu'elles sont plus nationales ou européennes, c'est-à-dire que si j'achète une mid-cap française ou allemande, elle est plus sur notre marché que sur le marché du monde. Eh bien, en fait, c'est une erreur. Il y a effectivement des valeurs nationales qui sont c'est l'idée sur qu'on leur en a, niche, mais prenez une valeur comme Zodiac qui, il y a 10 ans, était une small cap. Son chiffre d'affaires en France et en Europe est mondial. Négligeable en fait. Très bien, très bien. Alors, deuxième chose, on va rentrer dans la gestion pure. Les concepts que vous conseillez de suivre en ce moment? Alors, il y a un concept sur lequel il faut s'interroger, ça sera la question du dollar. Quelles seront les anticipations Donc, ce qu'on disait, le dollar, c'est peut-être 2014, l'année où enfin l'euro se rétablit. Le dollar se rétablit par rapport à l'euro. Oui, en fait, il faut déjà se poser la question, quelle anticipation ai-je sur le dollar et dans ce cas-là, tirer les conséquences de cette anticipation. Les thématiques, elles peuvent être multiples. Oui. Il y a toujours le low cost en Europe, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat en Europe n'est pas près de remonter fortement. Donc vous avez des titres on voit bien des titres comme EasyJet, comme DIA, donc ce sont des titres même qui Free, profitent, même Free, ou bien vous avez un titre norvégien qui est au plus haut des plus hauts parce que le titre c'est le propriétaire du Bon Coin en France. Donc c'est bien la démonstration que le consommateur est toujours présent, mais il veut acheter à moindre prix. En fait. Donc ça c'est le deuxième concept derrière le dollar. Et puis un troisième thème, et là où il faut creuser, c'est toujours l'efficience énergétique. Alors, savoir quelles sont les sociétés qui ont... C'est très bien, mais c'est très casse-gueule parce qu'il y a des sociétés qui sont aidées fiscalement, d'autres qui sont aidées directement, d'autres qui ne sont pas aidées. Oui, mais on voit bien ce mouvement des sociétés vers une meilleure gestion de leur énergie. Et l'exemple type étant, même si là aussi la société est au plus haut, c'est une société comme Schneider, par exemple, qui bénéficie à fond de la meilleure utilisation de l'énergie. En fait. Bien. Dernier point, une petite approche d'une allocation d'actifs. Vous nous avez dit tout à l'heure que les obligations, il n'y avait pas grand-chose à gagner, aussi bien les obligations privées que les publiques. Donc vous savez, nous, on est des hommes d'action parce qu'on croit beaucoup au stock picking et c'est le stock picking qui fait la revalorisation, qui fait la performance. Donc action. Et l'Europe versus le reste du monde? Alors, en fait, l'Europe est centrale dans notre allocation parce que là aussi, on peut avoir des expositions au reste du monde à travers des valeurs européennes. Et on l'a vu avec la mondialisation dans les pays émergents, mais on peut le voir avec les États-Unis, comme vous le disiez, avec par exemple un effet dollar. Juste pour vous donner un exemple, Edenred, c'est 60% sur le Brésil. Donc, ça veut bien. Edenred est-elle une valeur européenne, une valeur française, une valeur brésilienne? À tout voir, c'est plus une valeur brésilienne, en fait. Très bien, ce sera le mot de la fin. Dominique Dequitte, merci. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure et même endroit. Et rendez-vous en cliquant sur le lien voisin pour les conseils précis de l'analyse de Dominique. Au revoir.